Bonsoir. Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. « 6 juillet 1938. Oh, je vous entends. En recevant cette lettre, vous allez regarder l'écriture. Et quand vous reconnaîtrez la mienne, vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui prend de nous écrire? Et c'est pourtant nous trouver. Voilà, à l'époque de la moisson, nous ne pourrons être qu'à 2 endroits, ou au champ, ou à l'air. Il n'avait qu'à venir. À moins qu'il soit malade, à moins qu'il soit fâché. Ou bien, est-ce qu'on lui aurait fait quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez m'avoir fait? Vous savez bien que nous ne pouvons pas nous fâcher, nous autres. Non, si je vous écris, c'est que c'est raisonnable. J'ai à vous dire des choses très importantes. Alors j'aime mieux que ce soit écrit, n'est-ce pas? Vous voyez que je me souviens de vos leçons. Non, en vérité, s'il y a un peu de ça, il y a surtout beaucoup d'autres choses. Souvent, nous sommes dit, vous et moi, après certaines de nos parlottes, eh bien voilà, mais c'est aux autres. C'est aux autres qu'il faudrait dire tout ce que nous venons de dire. Certes, oui. Nous sommes sur le devant d'une ferme, dans le département des Basses-Alpes. Nous sommes là, une vingtaine, et ce que nous avons dit là, entre tous, ça ne nous a pas paru tellement bête. Nous ne sommes peut-être pas servis d'une intelligence très renseignée, mais précisément sans embarras d'aucune sorte. Nous avons tout simplement parlé avec bon sens. Chaque fois, dites si ce n'est pas vrai, pendant le quart d'heure d'après, ça a été rudement bon de fumer la pipe. Mais tout de suite après, on a pensé aux autres. Et dès qu'on pense aux autres, tout se remet en mauvaise place. Cette lettre que je vous écris, je vous l'envoie, mais puisqu'elle est écrite, je vais pouvoir en même temps l'envoyer aux autres. Il y a tous ceux qui parlent de vous sans vous connaître. Tous ceux qui font sur vous des projets politiques sans vous connaître. Ceux qui disposent de vous sans demander votre avis. Et il y a d'un autre côté les paysans allemands, italiens, russes, américains, anglais, suédois, danois, hollandais, espagnols, enfin tous les paysans du monde entier, qui sont tous dans votre situation, à peu de choses près. Vous voyez, j'ai envie que ça aille loin. Et pourquoi pas? Les paysans étrangers ont certainement dans leurs pays respectifs des problèmes particuliers à résoudre, en face desquels ils sont plus habiles que nous. Mais mettez-leur entre les mains une charrue et de la graine. Ce qui pousse derrière eux est pareil à ce qui pousse derrière vous. Nous n'allons pas les embêter en nous faisant plus forts qu'eux sur des problèmes qui, pour quelque temps encore, s'appellent nationaux. Nous allons leur parler de choses humaines, valables pour tous. Et vous verrez, ce qui poussera derrière eux sera exactement pareil à ce qui poussera derrière nous. Cette lettre est écrite par Jean Giono en 1938. Il l'écrit dans l'urgence entre le 6 juillet et le 16 août 1938. Il sent que la Seconde Guerre arrive. Jean Giono, il a écrit beaucoup sur les paysans, beaucoup sur la campagne. Mais cette lettre, elle a été éditée en 1938. Et maintenant, vous pouvez l'acheter en numérisé sur Internet. Mais sinon, il n'y a pas eu de réédition. Je vous invite vraiment à la lire. J'ai oublié la clé USB sur laquelle je l'avais mis pour vous la donner. Je suis désolé. Mais je vous invite vraiment à la lire. Le message est... Et donc cette lettre, il la constitue avec tout ce qu'il a récolté en rencontrant les paysans de sa région, dans chacun des villages. Parce qu'il se promenait beaucoup, enfin vous avez peut-être vu
lu des livres de lui, ou L'homme qui plantait des arbres. Jean Giono, il n'est pas du tout issu du milieu paysan, mais pas du tout. Son père est cordonnier, italien, anarchiste. Mais Jean Giono, il est allé à la Première Guerre mondiale. Et à la Première Guerre mondiale, vous le savez sans doute, les 3/4, si ce n'est plus, des gens qui étaient dans les tranchées étaient paysans. Et donc Jean Giono découvre la paysannerie dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Cette Première Guerre mondiale, elle est la première où on utilise vraiment les armes chimiques. Les armes chimiques, les molécules qui sont utilisées à la Première Guerre mondiale, on les connaît depuis longtemps, quoi. Elles ne sont pas inventées juste avant. Mais on ne les avait pas encore utilisées pour détruire des hommes, ou même, c'est même pas les détruire, finalement, c'est les mettre en incapacité. L'idée, c'était pas de les tuer, c'était de les blesser pour ralentir l'ennemi. Donc lui, Jean Giono, il est gazé. Il est gazé au gaz moutarde, légèrement gazé aux yeux, puis il est renvoyé chez lui. Mon arrière-grand-père était dans les mêmes tranchées. Mon arrière-grand-père, c'était Pierre-Marie-Auguste Léon. Il était dans les mêmes tranchées et il n'y est pas mort. Il a juste été gazé. Donc les gaz moutarde, ça provoque des inflammations. Lui, il n'avait pas le masque à gaz, donc il a pris une bouffée. Donc il resté en convalescence pendant 2 ans, et il s'est retrouvé avec des poumons. Il restait un peu moins de la moitié qui était efficace, quoi. Quand il revient en 1919 à la ferme, il est aidé par ses enfants qui ont pris le relais, parce qu'il ne peut pas faire de travaux difficiles. Et donc il est aidé par mon grand-père Pierre, qui lui donc a 8 ans en 1919, et il est déjà paysan. Il conduit les chevaux pour labourer, enfin il fait tous les travaux des champs. Mon grand-père Pierre, il est paysan comme tous ses ancêtres. Tous. Dans l'arbre généalogique que j'ai fait, j'ai des métayers, des journaliers, des cultivateurs, des laboureurs, enfin tous les synonymes de personnes qui travaillent la terre pour en extraire leur nourriture. Et ce grand-père paysan, on peut presque faire remonter sa lignée à l'origine de l'agriculture, il y a 8000 ans. Parce qu'il y a peu de chances qu'il ait été autre chose, puis qu'il ait décidé de revenir à la terre. Le retour à la terre, c'est les années 70, quoi, les premiers retours à la terre. Si on arrivait à s'extraire de là, c'était déjà gagné, on pouvait devenir commerçant, ou monter prendre l'ascenseur social, quoi. Non, on peut remonter aux origines de l'agriculture, entre lui et il y a 8000 ans. Tous les paysans ont transmis le savoir, ont transmis le savoir cultiver, le savoir élever, le savoir choisir des graines pour semer les bonnes, pour avoir une meilleure récolte. On transmet comment cueillir, travailler la terre et cueillir en bonne harmonie ce qu'elle peut nous donner pour manger, quoi. Il y a 8000 ans, l'agriculture est née dans plusieurs endroits. Elle est née au Moyen-Orient, elle est née en Iran, en Nouvelle-Guinée, on n'en parle pas souvent, en Amérique aussi. Les Amérindiens les Iroquois autour de Montréal, ils cultivaient le maïs, quoi. Ils étaient sédentarisés, c'était pas tous. Et tous ont permis de sélectionner. C'est-à-dire qu'il y a 8000 ans, le mouton n'existait pas. Je ne sais pas si je vous l'apprends, mais le mouton, c'est un mouflon. C'est un mouflon qui a été sélectionné. On a choisi chaque année le mouflon qui avait des poils de plus en plus longs. Au bout d'un moment, ils sont bien frisés, puis on a gagné en espace. Mais la vache n'existait pas non plus. C'était l'auroch. L'auroch domestiqué donnait une vache. Bon, l'auroch, il a disparu. Le dernier, je crois que c'est en Pologne en 1600 quelque chose. Et donc, ils ont inventé finalement tous les animaux domestiques. Tous
ceux qu'on mange maintenant, qui constituent notre nourriture essentielle. Ils ont inventé de la même manière toutes les graines, puisque avant qu'ils s'installent, il y a 8000 ans, ceux qui étaient juste avant, ils mangeaient déjà des graines, ils mangeaient des céréales, mais la différence, c'est qu'ils les semaient par croix. Ils les cueillaient, ils les broyaient, ils faisaient de la farine, ils faisaient du pain avec, enfin quelque chose qui peut ressembler à du pain, mais ils ne les cultivaient pas. Donc mon grand-père, il avait une lignée de paysans, descendait d'une lignée de paysans. Et lui, il est né paysan, et il est mort en 1976 comme agriculteur. Entre les deux, il y a eu la Révolution verte, qui n'est pas verte. On est d'accord. Et cette Révolution verte, c'est la mécanisation, ce qui est pas mal, vu le métier, la difficulté du métier, c'était quand même plus facile de travailler le sol avec un tracteur qu'avec un cheval, ou même qu'avec une traction humaine, puisque au début c'était les humains qui tiraient les chevaux. Mais il y a eu aussi beaucoup de pétrochimie. Alors là, beaucoup. Donc tous les trucs qui finissent en ide là, qui sont dans la famille des pesticides, des insecticides, pour les insectes, des fongicides, pour les champignons. J'aime beaucoup les champignons. Des herbicides pour l'herbe, et j'en oublie, des algicides pour les algues. Puisqu'il y a des algues, des... Oui. Donc il y a toute une famille de ides qui est sortie. Et donc c'est ça. Il est né paysan et il est mort agriculteur. Pierre, il a aussi été à la guerre. Donc Pierre, mon grand-père, mais à la seconde. Celle dont Giono parlait là, en fait, pour qu'il évite d'y aller. C'est une lettre qui s'adresse aux paysans pour qu'ils refusent d'y aller, en fait. Et donc il va à la guerre. Juste avant, il s'était marié avec ma grand-mère. Bon, ma grand-mère tenait la ferme pendant qu'il allait à la guerre. Il avait une collection de chevaux incroyable. Il adorait les chevaux, donc il était éleveur de chevaux. Et pour ses voisins, il élevait des chevaux. Enfin, il était tellement bon qu'il lui mettait en portion des chevaux à dresser. Il avait des chevaux pour tirer les carrioles, il avait des chevaux de trait pour faire les gros travaux, qu'il prêtait aussi aux voisins. Enfin, ça fait partie d'entre eux. Et il avait des chevaux de course, il adorait faire la course de cheval. C'était si j'ai plus de mots, un jockey. Et donc il gagnait une partie de son argent en faisant des courses de chevaux. Et il a été envoyé sur la ligne Maginot, comme plein d'autres qui se sont mis derrière la ligne Maginot, à dire bon, où ça va se passer. Finalement, Hitler, il a décidé de faire contourner la ligne Maginot, donc ça n'a pas duré très longtemps. Il n'est pas resté très longtemps sur la ligne Maginot. Hitler a fait le tour, et là, ça s'appelle la débandade, tous les chefs sont partis. Donc mon grand-père, quand il a raconté ça, ma grand-mère qui me l'a raconté, j'ai jamais eu. Il est mort en 1976, donc j'ai jamais pu avoir d'infos directes. Quand il est parti, tous les paysans sont partis avec les chevaux, parce que à la guerre, ils utilisaient quand même beaucoup de chevaux pour transporter même à la seconde. Et donc ils sont partis avec les chevaux, tous ceux qui n'avaient plus de chef, ils ne savaient pas quoi faire, quoi. Donc ils ont décidé de rentrer chez eux. Chez eux, c'est au-dessous d'Angers. Donc il a traversé toute la France. Ils ont traversé toute la France à plusieurs, parce qu'ils étaient à chaque fois quelques-uns des mêmes villages. Et il se fait arrêter 40 km avant d'arriver à Chemillé, ou destination finale. Donc il se fait arrêter par l'armée allemande qui a été beaucoup plus vite qu'eux, qui les a rattrapés. Il est prisonnier, comme déserteur de l'armée française, donc ils sont mis dans des camps de prisonniers pour déserteurs. Et puis tous ceux qui sont paysans, on les envoie dans des fermes, mais pas les leurs. On les envoie travailler dans des fermes parce que sans nourriture, il n'y a pas de bière. Donc il travaille pendant 1 an dans une ferme avant de pouvoir rentrer chez lui. Et quand il rentre chez lui, il reste presque plus de chevaux. Tous ceux qui étaient vraiment bons pour la casse, quoi.
ceux qui ne pouvaient pas servir, qui n'avaient pas été réquisitionnés par l'armée. Et là, pour lui, c'est comme une fracture, quoi. Et la fracture a vite été comblée, parce qu'après-guerre, en 1947, c'est le plan Marshall, 6 millions de dollars qui sont donnés, prêtés à l'Europe, pour pouvoir reconstruire rapidement. Et surtout, pour pouvoir reconstruire rapidement l'agriculture. Donc, des milliers de tracteurs envahissent l'Europe. Mon grand-père, il est un des premiers à acheter un tracteur. Il fait un emprunt au crédit agricole. Le bon sens près de chez lui. En 1952, donc, il a un tracteur. Et là, bon, il fait comme avec les chevaux. Il prête son tracteur. Enfin, ou plutôt, il conduit son tracteur dans les autres fermes. Il continue à travailler les champs en collectif, quoi. Les moissons sont toujours aussi difficiles, quand même. Mais c'est pas pareil. Il a eu du mal à s'en remettre, de ne pas avoir ses chevaux. Il n'est plus jamais remonté sur un cheval. Ça a été comme fini. Et puis, ça s'est pas arrêté là. Le Crédit Agricole avait des prêts très intéressants. Donc, avec Marie-Louise, avant que le Crédit Agricole ait des prêts vraiment très intéressants, à la fin des années 50, il faisait du beurre. Donc, ils avaient des vaches, quelques vaches. Ils transformaient une grande partie de leur lait. Ils vendaient du lait aux gens du village, au restaurant, tout ça, et ils transformaient une grande partie de leur lait en beurre. Il y a un délicieux beurre que je ne dis pas ça parce que c'est ma grand-mère, je dis ça parce que des vieux du village où je suis allé m'ont dit que c'était vraiment délicieux, c'était excellent. On avait le souvenir. Qui était livré 2 fois par semaine chez eux directement, ou alors qu'ils achetaient au marché. Enfin, c'était une relation c'est pas un paysan autosubsistant, c'était quelque chose, il arrivait à faire subsister la communauté, quoi. Et là, le Crédit Agricole ayant des prêts très intéressants, il achète une machine à traire. Et effectivement, ça lui enlève de la pénibilité, mais pour que ce soit rentable, il fallait acheter quelques vaches de plus. Donc il a acheté quelques vaches de plus pour pouvoir rentabiliser la machine à traire. Et donc il se retrouve avec un gros volume de lait, impossible à transformer. Enfin, au début il se transforme un petit peu, puis il fait venir la laiterie pour le reste, mais c'est un peu bête de se fatiguer à transformer, quoi, finalement. Donc autant donner tout son lait à la laiterie, qui passe 2 fois par semaine, pareil, c'est même pas que elle vient le chercher là. Et là, c'est là où il est plus paysan, mon grand-père. Parce que, effectivement, il peut encore fournir du lait à ses voisins. Ma grand-mère continue à vendre du lait au marché. Mais il n'y a plus ce beurre délicieux, il n'y a plus ce contact avec la personne qui va pouvoir lui dire qu'il était parfait. Enfin, la semaine dernière, c'était encore meilleur. Parce que ça, je ne sais pas si vous le savez, on n'est pas habitué à ça maintenant. Si on ne mange pas du beurre qui sort d'une vache directement, si c'est du beurre qui passait par une laiterie, il aura toujours le même goût. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Un beurre de printemps, c'est riche. L'herbe est riche et le beurre de printemps, il sent le printemps, quoi. Il goûte le printemps. Un beurre d'hiver, il est souvent tristouné. Il peut goûter le chou. Ça dépend ce qu'on lui a donné à manger, bien sûr, à la vache. Et là, ne plus être paysan pour mon grand-père, c'était un progrès. C'est la façon dont il avait vendu ça. Mais en même temps, pour nous tous, c'était la fin de la paysannerie. C'était le début des exploitations agricoles ou de l'exploitation agricole, comme on l'entend. C'est assez lié quand même, les deux. Ce qui est dramatique, je trouve, c'est que mon grand-père, dans cette révolution verte qu'il a suivie, il a utilisé des insecticides. On dirait qu'ils sont beaucoup. Mais lui, il a utilisé des insecticides qui s'appellent des organochlorés. Les organochlorés, c'est des gaz moutards. Et donc, il a utilisé des organochlorés pour répandre sur ses champs, même sur les champs de son père, finalement. Et c'était la même molécule qui avait détruit les poumons de son père. Enfin, ça...
Voilà, ils ne pouvaient pas s'en rendre compte, c'était comme le progrès. Les organochlorés et toute cette famille-là, c'est Bayer. C'est ce type de groupe-là, quoi. Mais Bayer était très gros. Et c'est des groupes qui ont fait fortune pendant les guerres. C'est les deux guerres. C'est vraiment des groupes qui ont réussi à inventer plein de molécules grâce à l'argent qu'ils avaient obtenu en vendant ces chimiques à la guerre. Voilà. Je ne sais pas si vous le saviez avant, mais mon grand-père l'a jamais su. C'est ça que je suis venu vous parler ce soir. C'est d'agriculture, de paysannerie, de sol, de vers de terre, c'est ça, de ce qui fait notre nourriture. Et aussi, je suis venu vous parler aussi du fait que depuis 2 ans, je me sens paysan. Je vais vous raconter ça. De Pierre, j'ai peu de souvenirs finalement. Mon grand-père, comme il est mort, j'avais 4 ans, il m'a légué une phrase. Enfin, c'est une phrase que j'ai entendue tout le temps quand je ramenais les mauvaises notes, tout ça. Enfin, c'était... Quand il a su que j'étais né, la seule phrase qu'il a dit à mon père finalement, c'est « Il est né un dimanche, on en fera un feignant ». Effectivement, ça marque une scolarité. Dans sa tête, ça voulait pas dire il fera rien de sa vie, hein. C'est pas du tout ça. Ça voulait dire ça sera pas avec ses mains. Ça va pas être avec ses mains qu'il va faire quelque chose. Lui, né un dimanche, c'est bon signe. Il fera un petit curé, quoi, parce que le dimanche, c'est là qu'il bosse. Vous voyez, et lui, il appelait ça, d'après ce qu'on m'a dit, hein, encore une fois, c'est de sources indirectes, et il appelait ça des bureaucrates. En fait, tout ce qui n'était pas agriculteur, paysan ou artisan, ça se plaçait dans les bureaucrates. Donc là-dedans, il y avait autant le type du Crédit Agricole qui l'entubait tout le temps, et que l'ingénieur qui lui a fait le remembrement des terres, quoi. Lui, il appelait ça les ingénieurs. J'aime bien. J'aime bien parce que moi aussi, quand j'étais petit, que j'ai vu les remembrements des terres, mais j'appelais ça des ingénieurs. Je ne fais pas... Donc, il avait pas forcément tort, mon grand-père. J'allais pas être... travailler de mes mains. Mais surtout, il aurait peut-être pu dire ça de tous ces petits-enfants, finalement. Je vais faire ça. Il aurait pu dire ça de tous ces petits-enfants, parce que c'était quand même à la mode. Je ne sais pas si vous avez une idée de combien il y avait d'agriculteurs, enfin, de gens qui travaillaient la terre en 1900, par exemple. Là, chez vous, là. Plein ? 25 millions. Allez, regarde des statistiques, on va parler en pourcentage. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est 25, 50 ou 75%? 75. Non, à peine. En 1900, c'était 50 qui travaillaient. En 1900, c'était 50. En 1945, c'était 6 millions de personnes. C'était pas mal. Je vais vous faire un petit graphique. Le long de la conférence, vous allez pouvoir voir combien de personnes travaillent le sol maintenant. 5, 6. Allez, 1945, on est à peu près là. Ça, c'est 45. Et ça, ce serait maintenant, en 2011. Je sais pas si vous voyez, c'est assez gros. Ouais. J'ai jamais été prof d'école, et donc je ne me rends pas compte. Donc c'est 6 millions en 1945. Quand ils me disent ça, en 1979, c'est déjà 2,7 millions. Donc on a fait un sacré ménage. Et ça, entre les deux, il y a eu
Edgar Pisani. Edgar Pisani. Alors là, il a été ministre 5 ans, mais il a été super efficace. Super efficace. 61-66, il a été ministre. Et en 61, de 61 à 66, il a réussi à diminuer la population. En fait, c'était très simple. La première loi, c'est que tous les plus de 55 ans, qui ont cette mémoire paysanne qui est ancrée au fond d'eux, là, qui vont refuser les remembrements et tout ça, la deuxième loi, c'est les remembrements, qui protègent tout ça, ben, eux, on va les envoyer à la retraite. Une pension intéressante, et puis comme ça va nous permettre de faire des agrandissements de ferme. Et là, ça a pris 2 ans, quoi. En fait, le travail est tellement pénible que si on te donne une pension qui va être 2, 3, 4 fois plus que ce que tu gagnais en faisant la paysannerie, bon, ben, tu ne te poses pas de questions, quoi. C'est tout à fait... c'est tout à fait normal. Ça revient un peu à ce que disait Thierry tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'ils ont compris que les politiques qu'ils pouvaient nous acheter. Donc, en 1979, c'était ça. Donc, quand je suis né, mon grand-père, il voyait bien qu'on allait être de moins en moins à travailler le sol. Bon, finalement, il n'avait pas non plus forcément tort, j'étais un peu feignant. Enfin, c'était pas... Je continue à le revendiquer encore maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu trop de questions à me poser pour être agriculteur ou pas. Parce qu'à 14 ans, je travaillais souvent à la ferme. Hein, un enfant d'agriculteur ou de paysan, enfin, dès qu'il a 6 ans, il sait faire un truc. Enfin, il y aura un truc qui sera utile, quoi. Donc, j'adorais ça. J'adorais travailler à la ferme de mes parents. Parce que, ouais, je vous l'avais pas dit, mais jusqu'à mes parents, ça a continué cette histoire. Et donc je travaillais, et ma période préférée, c'était les foins, forcément. On fait les foins que quand il y a du soleil, donc déjà c'est pas mal. Moi je suis dans un coin qui s'appelle les Basses-Vallées Angelines, là, au bord de la Sarthe. C'est des zones inondables. L'hiver, il y a 2 mètres d'eau sur les champs. Et l'été, ben, c'est un endroit de migration des oiseaux. Donc à chaque fois qu'on faisait les foins, il y a des oiseaux magnifiques qui venaient de partout dans le monde. Enfin, c'est un super endroit. Donc faire des foins, c'est magique. Mais j'acceptais quand même de faire les autres tâches hein, de la ferme. Mais en pleine période de foin, j'avais 14 ans. Et un soir, je suis rentré et je ne pouvais plus marcher. Pourtant, il ne devait pas être signé avant-coureur, mais pendant une semaine, j'ai pas pu marcher. Donc j'ai vu plein de spécialistes et tout ça. Et dont un rhumatologue qui a fait la radio, tout ça, mais il m'a juste dit j'avais une énorme malformation au dos. Et bon, bah, c'était pas plus grave que ça. C'était juste que je ne ferais pas jamais de planche à voile. C'était pas prévu non plus, parce que j'étais loin de la mer. Je ferais pas de... Il m'avait dit motocross, mais j'avais 14 ans, je rêvais pas de 103 SP, donc ça posait pas de problème non plus. J'ai jamais trop aimé ça, les trucs mécaniques et tout ça. Par contre, il m'avait dit aussi que je serais pas policier, mais bon, ça c'était pas grave. Il m'avait fait pompier. Bon, ça aurait pu, pompier c'était pas mal dans ma tête, mais c'est beaucoup trop sportif. Et surtout, je pouvais pas être agriculteur, parce que j'avais 14 ans, mon père avait déjà une hernie discale, enfin c'était déjà fait opérer, c'est vrai que c'est un travail qui détruit le dos, peut-être un peu moins maintenant, mais les premiers tracteurs, j'avoue tous ceux avec lesquels mon père a travaillé, c'était métal sur métal, quoi. Maintenant, c'est encore plus confortable que vos voitures, c'est hallucinant. Ils sont guidés au GPS dans les champs, enfin c'est hallucinant. Non mais je déconne pas en plus. Hein. Enfin, il y a des tracteurs, vous pouvez les poser à l'entrée du champ et ils vous font le travail. Ah oui, non c'est... Bon, on n'a pas ça chez nous. Hein. Nous on est plutôt paysans. C'est l'autre... Et donc je ne pourrais pas être agriculteur. Je m'étais vraiment, à 14 ans, je ne sais pas, sans doute vous aussi, je ne m'étais pas du tout posé la question qu'est-ce que j'allais faire. Et là, j'ai commencé parce que je me dis ça m'enlevait vraiment une brochette de profession impressionnante. Et donc, je suis allé voir le conseiller d'orientation à septembre suivant, quoi. À 15 ans, il était temps. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce conseiller d'orientation, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Ce conseiller d'orientation.
Ouais, à l'époque, on parlait pas de ça, on parlait pas de projet. Ouais, je connaissais personne qui avait le bac. Enfin, ça paraît incroyable maintenant, mais c'était vrai. Et il m'a rien dit, il m'a pas dit qu'est-ce que je devais faire, quoi. Il m'a juste dit, il y a plein de trucs qui existent, hein. Il y a l'université, ah, putain. Alors là, je connaissais vraiment personne qui avait été à l'université. Ça c'est sûr. Et puis il m'avait parlé des trucs d'ingénieur et tout ça, mais là, ingénieur, non, je me méfiais. C'est là, je savais ce qu'ils avaient fait dans mes chemins et tout ça, que j'aimais bien quand j'étais petit. Donc les ingénieurs, c'était sûr que je ne ferais pas ça. Mais par contre, bah, pourquoi pas l'université, c'était comme... Bon, finalement, ça a l'air paisible, hein, d'être étudiant. Enfin... Eh ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un lycée d'abord, parce que avant d'aller à l'université, il faut passer au lycée. Et j'ai fait le lycée, j'ai fait un bac D, parce que la biologie, c'est ce qui me paraissait quand même le plus proche de tout ce que j'aimais, c'est-à-dire les... Hop, là, je suis accroché. C'était... donc j'ai fait un bac D de biologie. Classique, quoi. Pas trop de maths et tout ça. Et puis après, il a fallu choisir. J'avais deux envies. C'était la fac de philo. C'était loin du sol. Et la fac de bio. Et j'ai fait la fac de bio. Et j'ai fait 11 ans. Je vous l'ai dit, j'étais feignant. 11 ans à l'université, ouais. Donc, septembre 90 à juin 2001, je suis à l'université. Ouais. Donc j'avais pris l'ascenseur social. Là, vraiment, mes parents, eux non plus, hein, ils connaissaient personne qui avait été à l'université. C'était comme... Je ne sais pas si vous imaginez, mon père, il a 10 frères et sœurs. Et donc, ma grand-mère, elle a, je ne sais plus, 59 petits-enfants, je crois. Et j'étais le premier bachelier de toute la troupe. Vous n'imaginez pas. Moi, je m'en souviens très bien, le résultat du bac. C'était terrible. C'était la grosse fête. Enfin, j'allais pas acheter un chalet en montagne parce qu'ils n'en rêvaient pas. Ils étaient déjà à la campagne. Donc, c'était pas le but. Mais... Donc j'ai fait 11 ans d'université dans 7 ans de recherche médicale. Dans un laboratoire de physiologie à l'université de Montréal. Parce que, entre les deux, enfin, je suis allé à Montréal parce que le médecin il s'était planté sur un truc. C'est que j'étais apte au service militaire. Moi, je m'étais vraiment allé là-bas tranquille, quoi. J'ai un dos tellement pourri que c'est bon. Non, mais comme j'étais en biologie, eh ben, il m'avait dit que j'allais être excellent en testeur d'urine. Parce que j'avais une licence de biochimie et de physiologie animale à l'université de Paris. C'est ça, c'était... Il m'aurait bien recruté, donc je suis parti à Montréal. Et donc c'est durant ces études, là, ces 7 ans d'université, que j'ai compris, ce que je vous disais tout à l'heure, que mon grand-père, il avait mis des gaz moutarde dans ses chambres. C'est durant ça, j'en ai fait de la chimie organique, là. C'était des organochlorés, c'est le sulfure 2,2' dichlorodietyl. Et le hasard a fait que je travaillais sur l'inflammation. Donc, voilà, je comprenais parfaitement comment fonctionnaient ces molécules. J'ai appris ça, et c'est assez rigolo parce que pendant que j'étais là à apprendre des trucs comme ça, mes parents, qui étaient nés agriculteurs, hein, parce que là, mon père est né en 47, l'année où le plan Marshall arrive. Donc, il est né avec le tracteur, quoi. Il est né avec les insecticides et tous les autres ides. Et donc, pendant ce temps-là, pendant que moi j'apprenais comment marchaient les chimiques, mon père, il était en train de redevenir paysan. Et il arrêtait tous les trucs en ides dans ses champs, mais même pas parce qu'il avait compris comment ça fonctionnait, quoi. C'était même pas pour des raisons
va dire, écologiques. C'était juste pour des raisons économiques. Il avait fait le calcul que dans ses champs, s'il obtenait un rendement, on va dire, du blé, par exemple, dans ma région, le blé, c'est sans rien, c'est autour de 60 quintaux hectares. Ça va, quoi. Enfin, c'est pas dans tous les champs comme ça, mais bon, ça va. Et s'il utilisait les trucs en hydre et les engrais et tout ça, là, qu'il fallait acheter une fortune à toute la pétrochimie, eh bien, il arrivait à 75 quintaux hectares. Mais que, s'il regardait combien de quintaux par hectare il fallait pour payer la pétrochimie, il fallait 30 quintaux. Bon, il a juste fait ce calcul. Effectivement, il ne pouvait pas aller dire à ses voisins, bon, bah là, moi, cette année, j'ai fait 90. Non, c'était... Donc les voisins, ils pétaient des scores, quoi, les mecs. Ils pétaient des scores. Mais ils utilisaient tous les trucs en hydre, quoi. Donc tranquillement, au moment où moi, je comprenais comment fonctionnait la chimie, je voyais mes parents. Ok, je ne les voyais pas, parce que quand j'étais parti en assez mauvais termes, finalement, avec les militaires français, on s'était pas compris. Moi, je dis ça, mais sans déconner, parce que moi je leur avais dit, mais je veux être scientifique, je veux faire scientifique du contingent. Je vous l'explique, je n'avais pas prévu, mais en fait, il faut que je vous explique. Parce que c'était pas quitter l'armée, enfin, je voulais bien faire, mais vu que j'étais parti dans des études longues, ça m'embêtait d'aller faire le Troufion pendant 1 an pour réembarquer, ça aurait été impossible, quoi. Donc, il y a un programme qui s'appelle scientifique du contingent, normalement, on peut les appeler comme ça. Mais comme j'avais une malformation au dos, je ne pouvais pas prendre l'avion, enfin, je ne pouvais rien faire de tout ça, quoi. J'avais juste le droit d'aller tester ses urines. Et donc, je ne voyais pas ce que mes parents faisaient là comme transformation, mais ils étaient tranquillement en train de redevenir paysans. Donc, moi, j'étais là-bas. Et pendant ces études aussi, j'ai compris, par une expérience assez malheureuse, comment les compagnies pharmaceutiques avec lesquelles je travaillais dans mon laboratoire étaient finalement très très proches des compagnies de pétrochimie avec lesquelles mon père interagissait. Et j'ai compris comment ils testaient l'innocuité. L'innocuité, c'est-à-dire comment ça marche, les effets secondaires de tout ce qu'on utilise, tout ça. Bon, moi, je travaillais sur des animaux. Je travaillais sur la douleur, l'inflammation. Le but du jeu, c'était pas de... J'étais en neurologie. Et c'était pas de tester les médicaments, mais c'était de comprendre comment fonctionnait une inflammation. Une petite piqûre de moustique peut vous donner un gros bouton comme ça en quelques minutes, mais c'était ça que je voulais comprendre, quoi, toutes ces inflammations. Et donc j'utilisais des molécules que les compagnies pharmaceutiques faisaient, quoi. Alors des fois c'était des médicaments qui étaient déjà sur le marché, qui bloquaient tel petit récepteur dont j'avais besoin comme outil, ou d'autres fois c'était des molécules qui n'étaient pas encore sur le marché. Et donc quand elles ne sont pas encore sur le marché, il y a 4 phases. La phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Phase 1, les cellules et tout ça, on regarde s'il a un intérêt ce truc. Phase 2, sur l'organe isolé de l'animal. Phase 3, chez l'animal entier. Phase 4, c'est l'animal bipède. Et là, donc, j'ai une molécule qui était passée phase 4. Ça, c'est bien parce que, généralement, quand ils étaient comme ça, passés phase 4, tu n'avais pas tout à décrire, un travail de fou pour voir les... Enfin, il y avait déjà passé le stade animal, je suis allé assez confiant. Je commence toujours avec des petites doses quand je travaille. Enfin, quand je travaillais là-bas. J'étais vraiment extrêmement prudent parce que moi, les animaux, j'avais une relation particulière avec eux par la ferme. Donc, et cette petite dose, à la première expérience, j'ai vu 90% de mes animaux mourir. Et à la seconde expérience, en diminuant encore de 1000 fois la dose, ils sont pas morts. Mais normalement, ils auraient dû être... Enfin, même pas sentir cette petite injection, quoi. Et la deuxième fois, ils avaient des convulsions, ils ne mouraient pas, mais enfin, c'était un truc extrêmement dangereux, quoi. Pendant 6 mois, j'ai travaillé sur cette molécule, à caractériser les effets, tout ça, à redemander d'autres produits à la compagnie pharmaceutique. Enfin, j'ai vraiment mis de l'énergie, quoi. J'aurais pu dire, bon, bah, de la merde, je
je passe à un autre outil, parce que ce n'était pas le but de ma recherche. Mais je pensais qu'ils avaient raté quelque chose. J'étais assez naïf, hein, donc j'ai écrit le papier, tout ça, j'ai fait les analyses, les résultats, j'ai écrit le papier. Et quand j'ai voulu le publier, vu qu'ils sont possesseurs de la molécule, j'ai envoyé le papier. La semaine suivante, c'était niet immédiatement. Je pense qu'il n'avait même pas lu, quoi. Parce que... Alors j'étais assez surpris. J'ai appelé. D'habitude, je parlais toujours aux chercheurs, directement, quoi. C'était comme un collègue. Ça m'arrivait avec Sanofi, Eli Lilly, enfin toutes les compagnies, j'ai travaillé avec tout. Donc j'avais toujours des chercheurs référents. Et cette fois-là, lui, il n'a pas pu me parler, quoi. Il m'a passé directement à un avocat et c'était vite réglé. L'avocat m'a dit, de toute façon, cette molécule ne vous appartenant pas, je ne vois pas comment vous pourriez publier. Oh, ça m'a laissé comme de l'enfant. C'était, non mais je comprends pas, enfin, je veux dire, ça va être donné à des humains, ça, c'est comme... Vous avez raté quelque chose, quoi. Ah non, nous on a investi 13 millions de dollars. On n'a rien raté, quoi. C'est vous qui ne comprenez pas que 13 millions de dollars, vous ne pourrez pas nous empêcher de faire quelque chose avec. Donc elle était en phase 4, elle a été vendue, cette molécule. Pendant 6 mois, elle a été sur le marché. Elle a été retirée au bout de 6 mois, il n'y a aucun papier qui dit pourquoi. Voilà. Et c'était 2 ans avant la fin de mon doctorat, ça. J'avoue que ça avait quand même mis un sacré coup à mes ambitions de chercheur. Enfin, c'était un coup définitif fatal, quoi. Mais il était hors de question que je n'aille pas au bout de ma fainéantise. Étudiant, c'est bien. Quand j'étais étudiant, jusqu'à la fin de ma fainéantise, j'aurais aimé faire ça tout le temps, quoi, apprendre. Voilà, donc pour montrer aussi, parce que ouais, j'ai oublié de vous dire, moi naïf, quand il m'a dit non, l'avocat, je suis allé voir mon directeur de recherche, c'est comme, aide-moi là, les gens font quelque chose, enfin, c'est pas normal, il faut qu'on trouve un endroit pour publier, quoi, même si c'est pas trop légal, quoi, on s'en fout. On les prévient, quoi. Ah lui, il m'a dit, non mais t'es fou, t'es vraiment égoïste. Tu penses qu'à ta gueule. Mais oui, t'as 9 collègues dans ton labo. Moi je fais ça, voilà, c'est la fin du labo. Tu penses vraiment qu'à toi. Non, mais, essaye de comprendre que ça va être donné à des humains. Non mais t'inquiète pas, c'est pas toi qui es responsable. Hein. C'est eux qui ont fait la molécule. Enfin, ah d'accord. Ça faisait quand même 9 ans que j'étais dans l'institution universitaire, j'avais vu des trucs vraiment pas beaux, hein, des trucs vraiment pas beaux. Mais je vais pas les raconter, j'ai pas le temps. Ce sera pour la version longue, là, quand je ferai les 4 heures à la Lepage. Où j'en étais? Oui. Salaud. Donc j'ai profité jusqu'au bout de la fainéantise. Et puis pour leur dire, mais je me disais, si je me barre là, quoi, qu'est-ce que les mecs ils vont dire? Il n'a pas eu le courage de finir son doctorat, quoi. C'est vraiment qu'une feignasse. Non. Donc je rédige ma thèse. Pas en parlant de cette molécule, mais j'avais suffisamment d'articles, j'avais d'autres travaux. Enfin, c'était pas grave de ne pas publier cet article pour moi. Vous savez que les chercheurs sont notés au point d'article. Moi, à l'époque, je valais 12 points. Quand vous entendez une info, un mec, il a publié dans Nature. Nature, là, je ne sais pas où ils en sont, mais ça valait 35 points. Un Nature. Un Science aussi. Alors, ce qui est génial dans la science, c'est que, par exemple, vous publiez un Nature, mais un truc énorme, hein, vraiment une merde, quoi. Et ça vous permet de faire un correctum. Comment on dit correctum? Non, je m'en rappelle plus. Eratum, voilà. Je me disais c'était un truc latin, mais c'était pas ça. C'est correctum, c'est ça.
Anératum, ça veut dire... Pardon. Anératum, donc. Et, alors, vous faites un papier qui vaut rien. Avec Anératum, vous avez 70 points. C'est royal. Parce qu'ils ne regardent pas, en fait. Ils ne regardent pas. C'est pas quand c'est publié, ça marche, quoi. Bon, bref, je valais 12 points. C'est pas mal, j'avais fait 4 papiers à 3 points. Parce que pour le domaine où j'étais, ça coûtait pas cher. C'était... L'inflammation, on s'en foutait un peu. Enfin, je veux dire, la douleur, c'est pas ça qu'on s'intéresse le plus, quoi. C'est pas forcément. Donc, je valais 12 points, je rédigeais ma thèse. Et j'ai bougé. Oui, des poils. Et donc, j'ai rédigé ma thèse. Je l'ai déposée. J'ai constitué un jury. Et puis, le 1er mai 2001, j'ai démissionné. Et j'ai démissionné, mais je suis resté comme ça, avec ma blouse, là. Puis à l'époque, je faisais un peu de politique. Au Québec, il y avait la convergence des luttes anticapitalistes. La claque. C'est un truc génial. On n'était pas beaucoup, on était autour de 2000, c'était très protéiforme, il n'y avait pas de chef, enfin, c'était jamais les mêmes porte-paroles, tout ça. C'était pour la zone de libre-échange des Amériques, mais je peux pas trop vous raconter, on s'était battus parce qu'ils voulaient faire des grosses Amériques, là, la version Alena, mais totale. Et à l'époque, donc, il y a la claque qui distribue des utopistes debout. Et pendant 2 mois, je suis resté au labo avec mon utopiste debout pour défendre cette démission. Parce que ma démission, je ne l'ai pas juste donnée comme un petit bout de papier. J'ai fait 15 pages. J'ai fait 15 pages sur l'histoire des sciences. Parce que dans tout mon parcours, donc 11 ans d'université quand même, je vous dis, ils m'ont mis plein de trucs dans le cerveau. Mais ils m'ont jamais raconté l'histoire des sciences, quoi. Tout ce que je sais d'histoire des sciences, c'était moi, c'était le soir, quoi. Et donc je leur ai fait un truc d'histoire des sciences pour démissionner. Puis je suis parti. Enfin non, je restais 2 mois parce que pour que mes collègues, j'ai réussi à en faire changer d'eux, quoi, qui ont quitté, pour qu'ils comprennent un peu que dans quoi ils mettaient le pied, quoi. Mais moi, c'était impossible à partir de cette de molécules, là, c'était vraiment impossible que je puisse être docteur. Genre des complices de tout ça, là. C'était à partir du moment où j'avais fait l'expérience, c'est que... Alors, il y avait... quand j'ai démissionné, ça a fait un sacré tollé. Enfin, mon directeur, il m'a dit que j'étais vraiment qu'un égoïste. Parce que ça coûte extrêmement cher d'envoyer quelqu'un à un doctorat, quoi. C'est vrai, on le forme pour qu'il produise quelque chose après, pour qu'il se barre comme ça et qu'il a fini. Donc c'est extrêmement égoïste. Alors pour essayer de compenser, j'ai donné tout ce que j'avais sous le coude, que j'avais fait dans le laboratoire, qui pourrait être intéressant pour tous les autres. J'étais le plus vieux du labo, j'avais appris toutes les chirurgies à tous les autres étudiants, donc ça me permettait d'avoir un rôle avec eux. Puis bon, donc je suis parti, c'était fini la science. J'adorais ça. J'aime toujours ça, quoi, mais c'était impossible. Et heureusement, j'avais lu l'histoire des sciences. Parce que, bon, peut-être que dans la salle, il y en a qui connaissent Henri Laborie, parce que je sais qu'il y en a qui sont allés à l'université de Vincennes et tout ça, là, donc il y en a au moins un qui connaît. Mais Henri Laborie, c'est le chercheur français en physiologie, neurophysiologie, qui a fait des découvertes hallucinantes, qui est en train tranquillement de disparaître des livres d'histoire, parce qu'il était extrêmement atypique. Lui aussi, je ne pourrais pas vous raconter sa vie là, mais elle est passionnante et elle est extrêmement liée à la Seconde Guerre mondiale. Donc Henri Laborie, il avait inventé la chlorpromazine, c'est le premier neuroleptique. C'est vraiment l'invention de la camisole chimique qui permettait aux gens d'arrêter de se mutiler, tout ça, c'est vraiment le moyen chimique qui a permis d'arrêter de les attacher pendant des années au lit, tous ces gens qui... Donc il avait fait des inventions majeures. Celle-ci, elle lui a été enlevée. En fait, c'est même plus son nom qui apparaît dedans. Et cet homme, il avait surtout
découvert l'inhibition de l'action. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'inhibition de l'action ici? Il frime. Non, il était à Vincennes, c'est trop facile. L'inhibition de l'action, c'est ça, on devrait la connaître, mais on devrait même la connaître à partir de 6 ans. L'inhibition de l'action, bon, je vous explique le principe. C'est que un organisme a pour but de conserver sa structure. Jusque-là, ça va. S'il y a un danger qui se présente, il faut qu'il l'évite. Alors, si le danger est vraiment très gros, il y a une solution, c'est de courir pour éviter le danger. Et si le danger est plutôt petit, il peut aller le battre. Ça fait les deux actions. Et si c'est un danger sur lequel il ne peut pas agir, ça va être l'inhibition de l'action. Par exemple, vous êtes ouvrier chez Renault. Et votre contremaître est un sale con. Vous ne pouvez pas lui faire la peau. Vous ne pouvez pas non plus partir parce qu'il y a plein de casseroles bancaires à... Enfin, vous avez plein de remboursements, tout ça. On ne peut pas quitter la job, il faut bien bouffer, quoi. Donc, voilà, vous êtes en inhibition de l'action pour beaucoup. C'est ça que ça dit. L'expérience, elle a été super simple. C'est une expérience qu'on ne pourrait plus refaire maintenant, malheureusement. Mais elle est super simple. Il a travaillé avec des rats, lui aussi. Vous prenez une cage qui est grillagée dans le fond. Ça, c'est l'expérience qui a permis d'expliquer l'inhibition de l'action. Parce qu'elle existe dans tout le règne animal. À partir du moment où il y a un cerveau dans la tête d'un animal, il y a l'existence de l'inhibition de l'action. C'est, par exemple, quand le lapin s'arrête au milieu de la route dans les feux, là, c'est vraiment, c'est un truc, il ne sait pas comment réagir, il s'arrête. Voilà. Et donc, vous prenez une cage, grillagée dans le fond. Vous posez un rat dedans, tout seul. Et dans ce grillage, vous allez pouvoir faire passer des petites décharges électriques. Rassurez-vous, ce n'est pas des décharges mortelles, tout ça, c'est des décharges un peu les mêmes qu'on prend nous, parce qu'on a des vaches à la ferme et on met des clôtures autour, c'est un peu ça, quoi. C'est pas très agréable, mais c'est pas dangereux du tout, il n'y a aucune lésion. Vous allez passer quelques secondes par jour à lui envoyer des décharges par réveil. Alors, la première expérience, vous mettez ce rat donc dedans, vous faites sonner une petite sonnerie, vous allumez une lumière, enfin vous recréez le Pavlov là, qui l'associe. 5 secondes après, paf, vous lui envoyez 10 secondes de décharge électrique. Le rat va tourner dans la cage. Et j'ai oublié, dans la première expérience, il y a une porte. Pardon. Dans la première expérience, il y a une porte avec une cage qui n'est pas électrifiée. Donc il tourne dans la cage et rapidement, voilà, le premier jour, il se rend compte qu'il y a une porte, enfin il prend 1 seconde de décharge électrique. Deuxième jour, il a compris que dès qu'il entendait le petit hop là, on passe dans l'autre côté, il attendait sa peinard. 3 semaines de ce traitement-là, à quelques secondes par jour, ça change vraiment finalement pas la vie du rat, il passe de l'autre côté dès qu'il entend la sonnerie. Dans la deuxième expérience, vous fermez cette porte avec un autre rat. Vous fermez cette porte. Et le premier jour, le rat, il va passer les 10 secondes à tourner comme un fou, quoi, à chercher comment éviter ça. Et le deuxième jour, il va passer quelques secondes de moins. Le troisième jour, il va, s'il est vraiment courageux, essayer pendant 2-3 secondes. Et le quatrième jour, dès qu'il va entendre la sonnerie, il va se mettre comme ça, j'ai du mal à imiter le rat, il se met comme ça, recroquevillé au milieu de sa cage, et il encaisse. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il ne le fait pas au moment de la décharge, c'est qu'il le fait au moment de la sonnerie. Donc, directement, il attend, il encaisse ses 10 secondes. Et cet animal, si vous faites subir ça, au bout de 3 semaines, il a le poil hérissé sur le dos, il est tout maigrichon, il ne mange plus. Il va dépérir, même si vous arrêtez le traitement, il va mourir. C'est comme irrécupérable, il n'y a pas de retour. Avec 10 secondes d'électricité dans les pattes, précédé par
Enfin, le stress est extrêmement intense. Et pourtant, ce n'est qu'un rat. Imaginez pour nous. Et ce rat, quand vous faites une autopsie, vous regardez son foie, il y a des lésions. Vous regardez ses reins, il y a des lésions. Vous regardez son cœur, il y a des lésions. Il est en stress tellement intense que ça provoque des lésions partout sur son corps. Dans la troisième expérience, qui est ma préférée, vous mettez 2 rats dans une cage. Pareil, pas de porte. Et là, dès qu'ils entendent la sonnerie, ils se mettent comme ça l'un contre l'autre. Et dès qu'il y a l'électricité, ils se fightent. Et c'est la grosse fight, hein. C'est pendant les 10 secondes. Et ça, pendant 3 semaines, ils vont faire ça. Pendant 3 semaines, dès que ça sonne, là, ils se mettent... Ils ne sont pas en inhibition de l'action, pas du tout. Ils font de l'action. Bon, c'est... Chez les rats, comme chez beaucoup d'animaux, finalement, il y a toujours un dominant et un dominé. Et le rat qui est dominant, il se dit, pendant les décharges électriques, je vais peut-être pouvoir prendre la place de dominé. Et donc, c'est remis en cause à chaque fois. Effectivement, des fois, la dominance peut changer, quoi, au moment de ces chocs électriques. Donc, c'est ça. Il n'est pas en inhibition d'action parce qu'il peut agir. Et moi, si je n'avais pas lu Laborie, là, si on m'avait pas... Parce qu'on ne l'enseignait pas, l'inhibition de l'action. Jamais. Enfin, j'ai fait la neurologie en tant d'années, on ne m'a jamais appris ça. Donc, si j'avais pas lu ça, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais quand j'ai vu cette situation, moi, j'ai démissionné du doctorat. Et maintenant, je suis paysan. Je suis paysan. Paysan, à l'école, il n'y avait pas le droit. Paysan, à l'école, c'était... Tiens, paysan, ouais, si je voulais vous dire pourquoi j'étais en chaussons, c'est pas seulement parce que je suis paysan, c'est parce que j'ai amené un petit bout de ma ferme, c'est la laine de mes moutons. Donc, voilà. Puis ça, c'est un paysan équatorien qui m'avait offert ça, donc je pense à lui ce soir, parce que c'est la première fois que je la fais, cette conférence. Je vais vous parler que de paysannerie française, mais eux, ils ont bien besoin de ça aussi. Et donc, je suis paysan. Paysan à l'école, c'était vraiment... Je me rappelle trop, j'ai une instite, quoi, qui m'a dit, mais il n'y a pas le droit de mettre paysan sur l'affiche. Vous savez, je ne sais pas si ça se fait encore, mais bon, tu n'as peut-être plus le droit de demander la profession des parents. Ah si, d'accord. Je me disais peut-être que ça avait changé l'espèce de politique correcte pour mettre tout le monde à la mettre. Donc moi j'avais mis paysan, mais là, tu mets un peu de respect pour tes parents. Non, c'était agriculteur ou exploitant agricole. C'était mieux exploitant agricole, c'est-à-dire c'était beaucoup plus sérieux, quoi. Bon, donc, exploitant agricole, et ce qui était marrant, enfin, ça m'a marqué parce que cette institutrice, c'est elle qui m'avait appris les racines des mots. Ah, exploitant, je me dis, ça vient d'exploit, c'est vrai que c'est fabuleux ce qu'ils font comme mais juste après, il y a comme exploitant, il y a aussi exploiter puis exploitation. Et voilà, c'était rigolo cette institutrice. Donc j'avais pas le droit d'utiliser ce mot. Et c'était trop flou, quoi. C'était cuitéreux, c'était, je sais pas, il y en a plein, mais il y en a plein des comme ça. Et moi, je me suis rendu compte donc, que j'étais paysan au Québec, quand je suis retourné au Québec après, là, enfin, parce que bon, j'avais réglé des trucs avec les militaires après, enfin c'est Chirac qui a réglé pour moi finalement. Ces trucs militaires, quand il a enlevé les... C'était plus obligatoire. Et je m'en suis rendu compte, j'étais au Québec, reparti faire une expérience. Je m'étais dit, je rentre au Québec, dans le bois en octobre, je laisse passer tout l'hiver, et j'en ressors en mars. C'était bien. Si, c'était bien. Donc j'étais chez des gens qui vivent comme ça, dans ce bois-là, depuis 30 ans. Ils ont fait ce choix il y a 30 ans. Vous m'entendez tous là donc ils ont planifié oui.
Ici j'ai un signal, Laurent, un signal. Ça marche? Ça marche, bon. C'est l'énergie. Bon, il faut vraiment que je crie fort là. Si je parle comme ça, vous m'entendez ou pas? Je sais pas. Bon, bah, je sens que voilà, ils ont fait ce choix il y a 30 ans. Ils ont tout quitté, ils ont acheté 50 hectares de forêt quoi, qui n'avaient pas été bûchés. Tu peux parler plus fort s'il te plaît? Hop là, ça marche. C'est moi qui en plus. Donc ils ont fait ce choix il y a 30 ans, donc ils ont acheté 50 hectares de forêt, et puis dessus, ils ont construit des maisons traditionnelles en bois, là, des fustes dont nous a parlé Yann tout à l'heure. Il y a 5-6, il y a celui au bord du lac, le Castor, tout ça, enfin, c'est un superbe endroit, et ils m'en ont prêté un. Puis ils m'ont appris comment on pouvait finalement s'en sortir dans le bois, quoi. Ils m'ont appris tous les trucs. Et je me suis rendu compte que là, j'avais juste à couper du bois pour me chauffer. Il en fallait pas mal, hein, parce qu'elle fait moins 30, moins 40 quand même dehors. Voilà, déconner. Mais ma cabane, elle était magnifique, quoi. Je vous la décris parce que c'était un octogone. Un octogone avec des côtés de 2 mètres. Donc ça faisait 2 sur 2 étages. Donc j'avais un étage en bas là pour manger. J'avais un petit poêle à bois. Un petit poêle comme ça, là. C'était vraiment l'élément central de ma maison. Il y avait 4 heures d'autonomie de feu dedans. C'est-à-dire que si je partais 6 heures, je revenais, il faisait moins 10. Parce qu'il faut savoir que les maisons en fuste, comme lui, les fustes comme lui, il a construit la cabane, là, c'est construit en bois rond, et puis on étoupe à la mousse. Alors en octobre, j'avais des paniers énormes de mousse, là, du mousse épaisse comme ça, que j'allais chercher, puis je mettais ça entre les bouts de bois pour isoler. Donc je coupais mon bois, ça me prenait, surtout l'hiver, ça m'a pris peut-être 1 heure par jour quoi, d'aller chercher le bois. Ouais, je l'ai fait dans le mauvais sens, parce que en octobre, quand je suis rentré, il n'y avait pas encore la neige. Donc là, c'est la période où, à la scie à main, on coupe notre bois en tronçons de 2 mètres, on les met debout, on fait des tipis le long des arbres, et puis on s'arrange pour faire un chemin auquel on pourra revenir dès qu'il y aura de la neige, pour chercher le bois, pour pas avoir le porter sur son dos. Et donc quand il a neigé, j'avais 2 trucs à faire. C'était aller chercher mon bois qui était dans le bois, donc je m'étais fabriqué un traîneau avec des skis alpins, tout ça. Et puis je tirais, quoi. C'est comme les anciens paysans. Je tirais mon bois, je le ramenais, je le reciais, je le foutais dans mon poêle. Bon, environ 1 heure par jour, ça me coûtait d'énergie, ça. L'autre heure était consacrée à aller chercher de l'eau, parce que l'eau, il n'y avait pas de service d'eau, là c'était à la source, à 200 mètres. Bon, c'était un endroit magnifique aussi, hein. Parce que quand il y avait la neige, là on avait tout mis en planche, on enlevait la neige pour pas que la source gèle, enfin un petit casquet de gel, on récupérait notre eau à l'écuelle, vraiment à l'ancienne, et puis on ramenait ça à la maison. Alors là, je me suis rendu compte de plein de trucs. Je me suis rendu compte qu'en 2 heures de travail, finalement plutôt agréable, d'aller se promener, chercher dans le bois, tout ça, 2 heures par jour me suffisait amplement. J'avais tout fait, tous mes besoins étaient comblés, j'étais lavé, j'avais mangé, je fabriquais toute ma nourriture. Si j'avais besoin de protéines, j'allais chercher, poser des collets à lièvre, quoi, donc c'était pas... Et qu'il me restait donc 22 heures. 22 heures par jour. Pour un feignant, c'est un critère. C'est un critère. C'est même le critère, finalement. De pouvoir lire, de pouvoir écrire, de pouvoir... Les 20 premières années, ils n'avaient pas l'électricité. Mais là, quand je suis allé, moi, ils avaient l'électricité. Donc j'avais quand même tiré une ligne. Parce qu'au bout de 2 semaines, j'avais fait mon Warrior. Non, j'ai pas besoin de musique. Non, j'ai pas besoin... Si, au bout de 2 semaines, c'était insupportable, finalement, de ne pas pouvoir avoir cette musique. J'avais quand même une prise électrique pour pouvoir écouter de la musique. C'était le seul truc que j'avais qui était en lien à la technologie. Et c'est là que je me suis rendu compte que, finalement, travailler comme ça, aller chercher le lièvre dans la forêt...
quand j'avais besoin de protéines, couper mon bois, ramasser, faire des cueillettes. Là, au mois d'octobre, j'avais ramassé plein de savoyanes et tout. J'avais des tisanes magnifiques, des thés du Labrador, c'est des tout petites feuilles, mais j'ai jamais bu du thé comme ça, quoi. C'est vraiment délicieux. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais paysan, finalement, que là, j'étais revenu aux origines. Donc, en sortant du bois, je suis revenu en France, et mes frères, ils avaient fait le même mouvement que moi. Eux, ils avaient fait 2 ans avant. Ils avaient tout plaqué, ce qu'ils faisaient. Il y en avait un qui était cuisinier, l'autre qui était parti, il voulait faire archéologue ou paléontologue. Enfin, il se barrait dans les études aussi. Parce que mes parents, jamais ils nous avaient dit, regardez, enfin, mettez-vous à la ferme. Plutôt, il fallait prendre l'ascenseur, quoi. Allez-y, grimpez et faites-vous de l'argent et au moins vous pourrez partir en vacances, quoi. Et donc quand je suis revenu à la ferme, mes frères avaient déjà fait le mouvement, ils avaient repris la ferme de mes parents. Ouais, c'est sûr. Ah bah, ouais, on fait une pause. Et j'ai aucune idée du temps par contre, et je ne veux pas empiéter sur Hervé, moi. Ça fait 1h05 là? Oh là. Ah, tu vas sauter la préhistoire là? Ouais, je vais sauter la préhistoire. C'est dommage. Je ne saurais pas la préhistoire. Alors, je vais sauter quoi? Ouais, c'est parti. J'ai oublié de compléter mon tableau, les mecs. 6. Ouais, je suis parti, je vous racontais des histoires, mais bon. Ça, c'est en 88. Mon échelle n'est pas du tout correcte. Il faudra que j'apprenne à faire mon prof d'école. Donc, on est là arrivé. Moi, j'ai démissionné en 2001, donc ça fait à peu près ça. En 2001, il y avait plus que 1,2, dis donc. 1,2, voilà. Et là, maintenant, bon, on va considérer que je suis revenu à la ferme. En 2010, il y avait 0,9, ou 945 000, je crois. Personne qui... personne qui travaille, voilà, c'est ça. En fait, il y a beaucoup d'ouvriers agricoles finalement là-dedans maintenant. Ouais. Non, j'ai pas pris le nombre d'exploitants, exploiteurs agricoles, tout ça. J'ai pas. Ouais, même moins. On a passé en dessous les 600 000. Là, ça y est, je crois. Ouais. Et c'est ça. Ça vous donne un peu une idée là, du graphe. Bon, on va pas guère pouvoir aller moins quand même. Hein. Si on veut manger quelque chose qui ne sort pas des élevages dont vous a parlé Yann. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de dire ça à Yann, mais vous savez combien il y a de pourcentage de poules qui sont libres en France? Bon, allez. Pardon? Non, c'est plus quand même. Ouais. Mais je parle pas bio, tout ça, là. Je parle juste libre, là. Parce que libre, ça veut dire qu'ils sont pas à 20 dans 1 mètre carré. Ça veut pas dire qu'ils ont 20 mètres carrés chacun. C'est ça. C'est juste qu'ils sont pas touche-touche. Ils peuvent circuler. Donc, il y a 8% des poules qui peuvent marcher. Ça te fait rire. Je sais pas. D'accord. Donc en sortant du bois, je suis revenu à la ferme et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien à l'agriculture. Et j'ai regardé la pratique de mes frères, les nouveaux paysans, quoi, qui étaient en train de faire Pour moi, ils sont en train de faire une révolution verte, les mecs. Une vraie. Parce que mes parents, je vous disais, ils avaient arrêté tous les chimiques, tout ça. Et puis, en 2001, ils se sont dit, c'est quand même dommage. On est, depuis 10 ans, une ferme bio, mais sans avoir parce qu'on ne paye pas la certification, c'est 2 000 € par an. Donc, effectivement, c'est quand même un investissement de dire qu'on est en bio. Donc, et ils n'arrivaient pas à s'en sortir, quoi. Les
les marges étaient tellement courtes que s'ils continuaient sans avoir la labellisation bio, ça ne serait pas valorisé en bio, ça allait partir comme normal. Bah, tant mieux pour les gens, parce qu'à chaque fois qu'ils allaient au supermarché, c'était un peu la loterie. Ils pouvaient tomber sur un truc bio que tu ne savais pas, et c'était pas mal. Mais pour mes parents, c'était trop tendu, donc ils ont fait une certification bio. Et mes frères, quand ils ont repris la ferme, donc, ils ont prolongé ce mouvement, ils ont réintroduit plein d'espèces, ils ont fait un truc qui est génial. Entre le moment où je suis parti au Québec et je suis revenu, je ne reconnaissais plus les champs. Ils mettent 6 trucs dans le sémoir, 6 graines différentes pour faire des céréales. Ils mettent du blé, du triticale, de l'avoine, de la veste, de la févrole, enfin, et du pois aussi. Et là, c'est hallucinant, parce que, comme ils n'utilisent pas tous les trucs en hide là, eh bien, c'est le pois qui protège les céréales. Et le pois, il se grimpe sur les céréales, donc il les empêche de verser. Vous avez déjà vu les champs de céréales, des fois, quand il pleut, qui versent là. Enfin, c'est magique, quoi. Et en plus, il y a des papillons, il y a des coccinelles, des coquelicots, tout ça. Donc, ils sont magnifiques, quoi, les champs. Et alors là, j'ai pris une claque. Je suis resté avec eux, finalement. Et mais par contre, quand je suis arrivé là, je leur demande leur salaire. Bon, c'était pas trop ça qui m'intéressait pour moi, mais je demande leur salaire, puis je calcule par rapport au volume horaire qu'ils font. Alors, s'ils étaient aux 35 heures et qu'on payait les heures sup, mes frères sont payés entre 2,25 € et 2,75 € de l'heure, selon les saisons. Et donc, il était hors de question qu'ils m'embauchent. Vraiment, c'était hors de question que je... Puis moi, bah, je n'avais pas un rond. Pas un rond pour acheter quelque chose, enfin pour devenir associé, quoi, pour recréer une structure. Donc, je me suis installé sur la ferme, au début en caravane, maintenant je suis en yourte. Et puis je travaille à la ferme, mais je ne redemande pas de salaire, je demande juste à manger les bons trucs qu'ils font. Et puis voilà. Et comme avant de repartir dans le bois, j'avais travaillé, moi j'avais des cotisations chômage, je suis allé voir Marie-Claude. Marie-Claude, c'est ma conseillère pour l'emploi. On est très proches. J'ai peut-être trop enlevé là, mais bon. Je voulais vous parler des vers de terre. Un petit peu, ouais, mais c'est pour Hervé, quoi. Bah, un petit truc sur les vers de terre, vite fait. Avant Marie-Claude, à l'époque. Les vers de terre, c'est presque plus passionnant que Marie-Claude. Est-ce que vous savez combien il y a de vers de terre sur la planète? Moi non plus. Moi non plus, mais par contre, on peut estimer. Pas le nombre de vers de terre, mais le nombre de tonnes de vers de terre. Dans un hectare d'une terre tempérée comme chez nous, il y a 2 tonnes de vers de terre par hectare, normalement. En ce moment, il y a des terres, il n'y a plus de vers de terre. Et il y a des terres, la plupart des terres sont à 250, 300, 400. Les terres bio sont plus proches de 2 tonnes. Mais surtout, les vers de terre, ils sont passionnants parce que c'est le seul animal, il n'y en a pas d'autre, que si on les prenait tous, on les mettait tous ensemble, eh ben, ils pèseraient, c'est ça, plus lourd que tout le reste du règne animal réuni, nous y compris. Ben moi, ça va. C'est grave. D'ailleurs, là, moi, c'est vraiment mes amis, les vers de terre. Je vous le dis parce que faut arrêter de les couper en deux, ça les multiplie pas. Au mieux, il y a le bout, s'il avait coupé au bon endroit, je pourrais vous montrer, mais si vous avez coupé au bon endroit, au mieux, il y a un bout qui repousse et l'autre qui crève. Au pire, les deux crèvent. Donc c'est pas un bon moyen d'augmenter les vers de terre dans vos jardins. Donc les vers de terre, ils sont passionnants, parce que sans eux, finalement, il ne se passerait pas grand-chose. On ne pourrait pas faire de culture très longtemps sur un sol. Un ver de terre, et ça je l'ai appris avec mes frères, parce que mes frères ils font des trous dans les champs tout le temps. Au début je ne comprenais pas trop.
Mais chaque année, on choisit des champs et on fait des trous, on regarde les horizons, on regarde jusqu'où vont les racines, tout ça. Donc Et les vers de terre, ils font à peu près ce trajet-là dans la terre, tout le temps. Ils font que ça. Ils remontent, là, ils prennent les petits trucs d'herbes sèches et tout ça, les pailles, enfin tout ce qu'il y a à bouffer, quoi, qui a été préparé par les insectes, un petit peu déchiqueté. Ils se barrent, ils descendent dans le fond, et sur le trajet, ils bouffent de la terre. Hop, ils bouffent de la terre, ils bouffent donc des éléments, de l'argile, plein d'éléments minéraux, tout ça, puis après ils vont chier là. C'est tous les petits turriquiles que vous voyez là. Donc c'est comme ça qu'on peut estimer si un sol a beaucoup ou pas de vers de terre. Vous ferez l'expérience, vous irez voir dans les champs, peut-être vous l'avez déjà fait d'ailleurs, mais vous verrez que les champs qui sont en bio et les champs qui ne sont pas en bio, c'est pas pareil au-dessus du sol en fait. Il n'y en a pas autant. Il y a une sacrée carne. Et donc le ver de terre, il prépare, il fabrique de la terre. D'ailleurs, si vous voulez mettre ces petits terricules pour vos plantes, c'est génial, quoi. Il y a tout. L'humus est prêt, en fait. Le ver de terre, en digérant, il a préparé un humus parfait. Ils sont magiques, ces vers de terre. Et j'ai appris, en fait, avec mes frères comme ça, puis Bourguignon, bien sûr, vous peut-être en avoir entendu parler, parce qu'il est passé dans plein de films et tout ça, et comment ça est vraiment fameux, ces deux chercheurs-là. Je n'ai pas le temps de parler trop d'eux, mais j'ai appris par contre par eux qu'on pouvait vivre sans océan. Là, on pourrait éliminer les océans, ça ne changerait finalement pas grand-chose. On ne mangerait pas de poisson, mais je veux dire, pour la planète, on pourrait vivre. Et par contre, si on enlevait ces 10 à 15 cm de terre, là, ce qu'on est un peu en train de faire, si on l'enlevait, là, il n'y a aucune chance de vivre, quoi. Il n'y a vraiment aucune autre solution. C'est ces petits 10 à 15 cm qui sont essentiels. Et dans ces 10 à 15 cm, on ne connaît que 5% de ce qui s'y passe. 5% des champignons, insectes et tout ça. On ne connaît rien finalement. On ne s'y est jamais intéressé parce que ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus que l'agronomie ne s'intéresse plus à ça. L'agronomie s'intéresse à l'utilisation des pétrochimiques. Donc c'est ça que j'ai appris avec mes frères, entre autres. J'ai appris aussi que, en faisant ces trous-là, que si on plante une céréale qui doit venir à cette hauteur-là, en dessous, il y a au moins autant de racines, hein, si c'est une terre, pas avec un socle rocheux, quoi. La racine, elle va aussi profond. Mais si vous y mettez de l'engrais, et ça je l'ai vu plein de fois, la racine, elle descend à 10 cm, là où était l'engrais finalement. Elle ne va pas aller chercher le... Donc tout ça, ça ne travaille pas, quoi. Alors, non seulement vous enlevez les vers de terre qui font les trajets aller-retour, mais en plus, vous laissez tout ça s'endormir, quoi. C'est ça que quand je ferai 4 heures, je pourrais vraiment vous raconter correctement, mais là, il faut que je me speed un peu. Donc je suis allé, pour gagner un petit peu d'argent pour m'installer, je suis allé voir Marie-Claude pour lui demander des allocations chômage auxquelles j'avais droit, j'avais travaillé. Hein. Et voici ma rencontre. Parce que j'y allais pas en vainqueur, mais bon, je veux pas de travail, quoi. Je savais où j'étais, que c'était pas... Marie-Claude, déjà, elle n'a pas du tout aimé la forme de mon CV. Non, mais c'est quoi c'est quoi cette présentation personnelle? Enfin, vous me prenez pour qui? Je l'ai fait à la méthode canadienne, quoi. Enfin, au Canada, si votre CV est personnalisé, c'est plutôt bien vu, quoi. Non, mais t'es pas au Canada, là. T'es en France. Un CV, c'est pas comme ça. On a une formation pour les CV. Alors, déjà, c'est bien de l'avoir fait, quand même, le CV. Donc vous avez fait un bac D, après vous avez fait un doc de sciences de la nature et de la vie, ça allait une licence de physiologie, de biochimie et physiologie animale à l'université d'Orsay à Paris. Vous avez ensuite enchaîné avec une maîtrise de physiologie animale à l'université d'Orsay à Paris. Ensuite vous avez fait une maîtrise au Canada cette fois-ci de neurophysiologie et ensuite un doctorat. Vous avez mis le titre. Alors, le titre, mise en évidence du rôle des tachykinines sur le fonctionnement cardiovasculaire, l'inflammation et la nociception.
alors là je l'ai perdu, chez le rat éveillé. Mais je voulais lui dire que ça fait quelque chose, quoi. Enfin, surtout que j'avais pas mon doctorat, donc au moins quelqu'un puisse le lire. Elle me dit, mais ça va être dur de trouver du travail à ce gré. Hein. Pas grave, j'ai déjà fait d'autres travaux. J'ai déjà travaillé 2 ans chez Siemens. Hein. J'ai fait des capteurs de bagnole comme les autres, quoi. Alors vous avez fait aussi des livres et une base de données dans un musée de préhistoire à Aurignac, sur l'Aurignacien. Alors c'est ça qu'on va pas écouter ce soir. L'Aurignacien, c'était l'humain il y a 35 000 ans, celui qui a inventé l'art. Les premières flûtes, c'est lui, la grande chauvet, c'est lui. Enfin, il est passionnant cet homme. Chasseur-cueilleur, lui. Hein. Parce que 35 000 ans, l'agriculture, ça commence quand même autour de 8 000 ans, quoi. Donc il est vraiment pied de poids chasseur-cueilleur. Vous avez fait des livres, donc ça, peut-être, on va pouvoir vous trouver. Vous avez le permis B, vous savez tailler du silex. mais on met pas ça sur un CV, tailler du silex. Allumer du feu avec 2 bouts de bois et de l'amadou. Mais pourquoi vous... Je dis, mais c'est une compétence. Et je suis pas sûr que vous connaissiez d'autres personnes qui aient cette compétence. C'est vrai, c'était vrai. Je m'étais amusé quand même à faire le CV, c'était un spécial Marie-Claude. Hein. Alors, vous cherchiez quoi comme travail? Ah non, mais non. Je cherche pas de travail. Je veux juste être dans le chiffre de ceux qu'on n'en pas. C'est juste ça. Je veux pas j'ai pas forcément d'affinité avec ce gouvernement et j'aimerais être comptabilisé. Je ne suis pas. Elle a pas trouvé ça super drôle, mais. Non, je mets quoi, moi? C'est ça. Je mets quoi, là, dans la case? Parce que faut que. Un paysan, bien sûr. Paysan. Paysan, elle le tape. Et. Hein? Non incorrect. Forcément. Je savais que c'était un nom incorrect. Mais. Pas elle. Je sais pas. Mais. Ça m'a permis de lui dire que tous mes ancêtres étaient paysans. Et que probablement tous les siens aussi. Enfin, peut-être pas tous, mais bon, c'est beaucoup. Et je sais que c'est la première fois que je la fais, et j'aimerais bien savoir si, on va dire, que tous ceux dont les grands-parents étaient en lien avec la terre lèvent la main, s'il vous plaît, juste pour avoir une idée. Ouais, c'est pas mal. Et si on prend les arrière-grands-parents, est-ce que ça augmente? Ouais, bon, voilà, on est tous pareils. C'est ça que je voulais qu'elle comprenne, quoi, Marie-Claude. Que je voulais être paysan, donc c'était pas possible. Alors comme c'était pas possible, je m'étais regardé un peu avant. Je lui dis, mettez-moi animateur culturel. Parce que animateur culturel, il y a un truc, c'est qu'en dessous il y a des pointillés, on peut mettre en quoi? Alors je suis animateur culturel en paysannerie. À Pôle emploi, officiellement. Ça m'a permis d'aller chercher quelques allocations chômage. Comme je refuse de quitter la ferme, je sais que, si, pour faire des trucs comme ce soir, mais autrement, c'est vraiment là que je sens que ce que j'ai appris pendant tant d'années à l'université de fainéantise, là, je pourrais l'utiliser. S'il n'y a que 5% de découverts, il en reste 95. Et donc, il fallait quand même j'enlève ça, pardon. Parce que l'agriculture, oui, dont parlait Marie-Claude, elle m'a proposé, tu as tapé agriculture, et là, elle m'a proposé technicien en agriculture, je sais plus, hydraulicienne en agriculture, régisseuse de polyculture, enfin, il y avait une liste, 16 professions, mais il n'y en avait aucune qui avait un lien avec le sol, finalement. C'était comment faire un élevage de porc en batterie, comment faire un élevage de poules en batterie, enfin, c'était hallucinant. C'était pas du tout l'agriculture qui me prend les tripes, là, celle qui a de 8000 ans jusqu'à maintenant, sert à nourrir le monde correctement. Elle me proposait une agriculture d'après-révolution verte, quoi. Mais la première révolution, pas celle qu'on fait en ce moment, là.
Et je vais terminer vite fait avec une petite question sur savoir, vous avez probablement une idée de ce qui différencie un paysan d'un agriculteur. J'aimerais bien savoir, si vous voulez bien me lancer quelques mots qui pourraient définir l'un ou l'autre. Il est effectivement autosubsistant souvent, le paysan, tu veux dire, hein. Et puis il essaye de nourrir maintenant. L'autosubsistance c'est presque étendu au village, quoi, au clan, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais au territoire qui est autour, effectivement. Il y en a un qui est autosubsistant et l'autre qui est dans une agriculture de marché, quoi. Et il dépend des prix qui sont décidés à la bourse, enfin à Chicago, tout ça, tout là. Donc il y en a un qui est dans une économie marchande, ouais. Il y en a un qui est stable, et l'autre qui veut bien aller acheter toutes les terres en Pologne, en Roumanie. Enfin voilà, on en a vu partir des collègues agriculteurs là, qui ont acheté des milliers d'hectares. Ils ont vendu une ferme, les mecs, ils avaient 50 hectares ici. Ils achetaient 1000 hectares en Roumanie, c'était pareil, c'était le même prix, quoi, juste à la fin du Ceausescu. Maintenant, ça va vraiment augmenter, parce que tout le monde s'intéresse à la terre en ce moment. Je ne sais pas si vous savez, la Chine, elle a acheté une grosse partie de Madagascar, par exemple. Donc, il y en a un qui est polyvalent, c'est le paysan, il essaye de faire le plus de trucs possible et tout. Et l'autre qui est vraiment spécialisé. Donc c'est ça, Marie-Claude, je lui ai expliqué tout ça, quoi. Et bon, il y en a un qui tient compte de la tradition, des savoirs anciens. Moi j'ai ramené un truc des savoirs anciens dans la ferme. C'est que, vous savez, ça fait 3 ans qu'il y a la sécheresse. Alors on achète de la paille. On achète de la paille plus fort, enfin, le gouvernement achète de la paille aux producteurs céréaliers de la Beauce, et après il remplit des trains. Ces trains, ils vont à Paris, et après ils redescendent, ils sont dispatchés partout. Et c'est pour nourrir les vaches. Et nous, ça nous paraît aberrant, quoi, de transporter des tonnes de paille comme ça. Bon, c'est bien, il faut aider les gens, je suis d'accord s'ils sont vraiment dans la misère, mais transporter des tonnes de paille comme ça n'a aucun sens, quoi. Nous, on leur donne des arbres. Nous, nos vaches, l'été, elles mangent des arbres. Comme faisait mon grand-père, hein. C'était pas chaque été, entre juin et septembre, je donne, qu'il y ait sécheresse ou pas d'ailleurs, je coupe des frênes, des arbres têtards, là. Donc, c'est des branches qu'il faut couper tous les 8-10 ans pour que l'arbre soit en bonne santé. Je fais des énormes têtes, après on a des trucs qui font de 3-4 mètres de diamètre. Hein. Et je coupe ces branches, et les vaches, vous pouvez leur donner ça, ou le meilleur foin possible, la luzerne, tout ça, elles vont prendre ça. Enfin, elles adorent ça, quoi. Les vaches aiment manger les arbres. Rappelez-vous. Parce que nos voisins qui détruisaient les haies, en nous voyant faire ça, ils se sont dit, mais c'est pas con. Donc ils ont commencé à replanter des haies. Ils sont pas paysans, nos voisins. Ils sont agriculteurs du Crédit Agricole, là. Agricole, ouais. Ah, c'est pas mal, ça, je le garde. Donc, oui, le paysan, pour terminer, c'est pas un métier, quoi. C'est une chaîne de savoir. C'est une chaîne de savoir qui a duré depuis 8000 ans. Elle a pris quelques coups, la chaîne de savoir, avec les lois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais là, en ce moment, la deuxième révolution verte, elle n'est pas due aux gens de la terre. Elle est due aux gens... Bon, moi, je suis fils de paysan, mais en revenant à la terre, après avoir fait un petit parcours, je ramène quelque chose, quoi, à la ferme. Et on est plein comme ça. Cette deuxième révolution verte, elle est très... elle accepte tous les savoirs de tout le monde. Et si je fais cette conf, c'est vraiment pour ça, parce que j'adore être avec mes vaches, sinon, enfin, c'est pas pour... Je me dis qu'il faut que quelqu'un s'y mette, s'y colle, à aller voir les gens. Un peu, moi je ne veux pas me prendre comme Giono, enfin je ne suis pas aussi prétentieux, mais c'est ce qu'il a essayé de faire, quoi. Faire des liens entre ceux qui produisent et ceux qui consomment pour rendre un petit peu plus fort. Donc, le principe des AMAP, la ruche qui dit oui, tout ça, bon, ça existe, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement acheter le produit directement. Déjà, c'est énorme, hein, de faire un geste comme ça, c'est déjà énorme. Ça élimine... si vous mangez les 8% de poules, enfin les œufs des 8% de poules libres, bon bah c'est déjà ça, quoi. Et donc,
Cette révolution qui est en train de se passer, la seconde, dont vous pouvez faire partie, il y a de la place. Hein. Je ne vous ai pas dit, je vous ai dit 1900, il y avait 50% de personnes. Maintenant, là, c'est 3,3% des gens qui travaillent en agriculture. C'est ridicule. On devrait être à 20% pour que tout le monde y trouve son compte. Parce que mes frères, ils sont payés à 2,50 €, mais heureusement qu'ils vendent une partie de leur viande en direct. Pour l'instant, ils sont en train de développer ça, mais s'ils ne vendaient pas ça, la ferme, elle aurait fermé les boutiques, quoi. Et on a décidé de s'aligner sur les prix du Super U, pour que ce ne soit pas une question d'argent de manger bio. Donc on n'a pas fait nos marges là-dessus. Et quand je dis que vous pouvez être paysan, même en habitant en ville, c'est que cette chaîne de savoir, c'est tous les cerveaux, quoi. C'est les vôtres et ceux qui sont peut-être même plus importants que ceux qui travaillent le sol. Vous pouvez enrichir d'une manière extraordinaire Alors ça peut être la vannerie, hein. On a commencé ça, je récolte les savoirs des vanniers de ma région. Bon, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, au moins j'apprends la vannerie, puis je pourrais peut-être la transmettre à quelqu'un. Donc, il n'y a pas besoin. J'avais une phrase qui était bien, mais comme j'ai enlevé plein de trucs, si elle est là, c'est que j'ai deux phrases. C'est que je crois vraiment que ce 21e siècle, s'il n'est pas paysan, si nous décidons pas qu'il soit paysan, il sera réellement le dernier, vu l'état des sols. Et c'est pas pour affoler, quoi, c'est juste une petite anecdote. Vous savez pourquoi l'Empire romain il s'est cassé la gueule? À cause de l'agriculture. Ils ont tellement défoncé leur terrain, les Romains, toute la Gaule, tout ça, qu'ils ont lessivé leur sol. Lessiver leur sol, c'est que tous les argiles s'en vont. Et c'est extrêmement long à constituer un argile, parce qu'il en faut des crottes de vers de terre pour reconstituer les 15 cm. Et donc, ça a pris 800 ans pour que l'humus se recrée, tout s'est remis en forêt. Mais alors, la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'on revient à moins d'un tiers de la population européenne. Hein. C'est famine totale. Famine. Pardon ? En surexploitant. En surexploitant. Ils ont vraiment trop... parce qu'ils se sont installés dans les terres extrêmement riches et ils les ont épuisées. Et après, en fait, les petits groupes qui ont survécu, c'est les terres qui n'étaient pas trop convoitées, finalement, qui n'avaient pas été dépouillées. Et c'est assez rigolo parce que là où vous avez les cathédrales, regardez quand vous passerez à Chartres, à Reims et tout, c'est là où il y a eu 800 ans de forêt qui s'est remis en place à la fin de la chute de l'Empire romain. Et ces 800 ans de forêt, ils ont reconstitué l'humus. C'est ça, je vous expliquerai la prochaine fois, hein, quand on verra comment on construit ça. Et cet humus, à la fin du Moyen-Âge, quand ils sont arrivés, ils ont eu une terre d'une richesse hallucinante. Ils ont fait des récoltes énormes. C'est pour ça qu'il y avait suffisamment d'argent pour construire des cathédrales. Sinon, ils n'auraient pas fait ça, quoi. C'est vraiment des centres. Et nous, on est en train de faire la même, là. On est vraiment en train de faire la même dans le sol. Macron, je veux la faire tourner à la ferme parce que je veux qu'on aille faire des trous ensemble et tout ça. Enfin. Et donc voilà, je terminerai en disant qu'enfin, l'agriculteur retrouve sa place parce qu'il nourrit l'humain plutôt que de nourrir une industrie agricole.